Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite le sommaire. Des soucis dans les travaux de la construction de la voie ferroviaire Cotonou-Bénin, le syndicat des travailleurs de l'organisation commune Bénin-Niger accuse le groupe Bolloré. Il l'a fait savoir dans une correspondance adressée au ministre béninois des Transports. En France, l'Élysée a annoncé ce matin la démission du gouvernement de Manuel Valls. Il indique la formation d'une équipe en cohérence avec les orientations retenues par François Hollande. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le président du Conseil supérieur de la communication a procédé ce matin à l'ouverture de la session ordinaire du mois d'août 2014 à l'ordre du jour. Plusieurs points vont être débattus par les conseillers de l'organe de régulation des médias. Compte rendu avec Mariama Hidjo. Au cours de cette session ordinaire qui durera 5 jours, la plénière délibérera sur plusieurs points. Le procès verbal de la précédente session et échange d'informations sur le fonctionnement du CSC pendant les intersessions. La session examinera et adoptera aussi les termes de référence relatifs aux missions que le CSC va entreprendre dans toutes les régions du Niger. L'objectif général de ces missions, dans plus de 20 localités de notre pays, est de sensibiliser les journalistes et les responsables des médias sur leur mission d'utilité publique, conformément à l'article 158 de la Constitution du 25 novembre 2010, qui stipule que les médias publics et privés ont l'obligation de favoriser les débats démocratiques et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination. Plus spécifiquement, ces missions vont procéder au contrôle de conformité des installations techniques des stations de radio et télévision visitées, à la vérification du respect de la fréquence attribuée, de la grille des programmes et de la tenue régulière du cahier d'antenne. Abdraman Ousmane est revenu aussi sur les visites qu'effectueront les membres des différentes missions au niveau des locaux des services de relais régional et à la mission assignée à ces derniers. Le service du relais régional assure la représentation du Conseil supérieur de la communication dans la région. À ce titre, il doit veiller au respect de la grille des programmes au niveau des médias diffusant en région, analyser le contenu des programmes des médias audiovisuels basés dans la région en vue notamment de vérifier l'équilibre de l'information, le respect des règles déontologiques et de la réglementation de la publicité par voie de presse. Préparer des rapports circonstanciés à la plénière du CSC en cas de violation par les médias des règles du pluralisme, de la déontologie et de la publicité par voie de presse. Établir et mettre à jour le répertoire des médias dans la région, observer et relever les bonnes pratiques en matière de respect du pluralisme, de la déontologie et de la réglementation de la publicité par les médias dans la région. Et enfin, rédiger et soumettre à la direction des relais régionaux des synthèses mensuelles de ces analyses, suivis, constats et observations faits sur le terrain. À retenir que le CSC compte mettre en place très prochainement, à titre expérimental, 3 relais dans les régions de Zander, Maradi et Difa. Des inquiétudes planent autour des travaux de construction de la voie ferroviaire Cotonou-Niamey. Dans une correspondance adressée au ministre béninois des Transports, le syndicat des travailleurs de l'organisation commune Bénin-Niger dénonce la façon, je cite, dont le groupe Bolloré exécute actuellement les travaux au Niger. Hassan Saleh Mustafa, précision. 4 mois, 18 jours après le lancement des travaux de construction et de réhabilitation de la voie ferrée Cotonou-Niamey, le syndicat de travailleurs de l'organisation commune Bénin-Niger OCBN dénonce le travail qu'effectue actuellement le groupe Bolloré à Niamey avec des matériels dépassés selon Centra OCBN.
C'est avec une grande déception que nous constatons sur le terrain que le groupe Bolloré, partenaire stratégique, est en train de construire à Niamey la voie à écartement métrique de 1 mètre, soit 1000 mm d'une époque que nous croyons désormais révolue, avec des matériels usagés de réemploi, sans respect de la structure normale d'une plateforme. Le matériel pour la voie à écartement métrique de 1000 mm est en disparition. Le matériel neuf pour l'entretien de la voie métrique n'existe plus, d'où les difficultés d'approvisionnement des pistes de réchange. Le type de transport pour la voie métrique de 1000 mm est limité. Le risque de déraillement plus élevé, la charge d'entretien très élevée. Après ce constat amer, le Centra OCBN a écrit une lettre au ministre béninois en charge de transport pour attirer son attention sur les travaux de construction de la voie ferrée en cours exécutés par le groupe Bolloré au Niger. Une alerte qui doit également interpeller les autorités nigériennes, précisément le président de la République Issoufou Mahamadou, qui tient beaucoup à ce projet. J'ai l'espoir que la promesse qui est faite, qu'on puisse se rendre à Dosso le 18 décembre en train pour fêter le 56e anniversaire de la République, cette promesse sera tenue. Du fait divers dans cette édition d'information pour signaler la découverte ce matin à Yantalaba, dans le premier arrondissement de la capitale, du corps d'un homme qui gisait dans une fosse septique. Le récit de cette découverte macabre avec nos reporters Adam Ousmana et Cheikh Guissou. Il s'agit là d'une découverte macabre réalisée par les locataires d'une concession de Yantalaba, sise à proximité du bar Épervier. Un homme d'une trentaine d'années dénommé Idrissa, ressortissant du village de Bégourou, département de Terra, avec une pelle en main, qui gît dans cette fosse septique à quelques encablures de laquelle il logeait. Selon toute vraisemblance, ce corps se trouverait à cet endroit depuis la nuit du 24 au 25 août, mais n'a été découvert que dans les environs de la mi-journée du lundi. Il semblerait que le sieur Idrissa serait atteint d'une crise épileptique. Aussitôt alerté du drame, des éléments du sapeur-pompier et de la police nationale se sont rendus sur les lieux. Le corps ainsi extrait de la fosse est transporté avec quelques membres de sa famille pour besoin d'enquête. Une situation qui doit interpeller les populations des centres urbains à l'image de Niamey sur le danger que constituent ces fosses septiques que les uns et les autres laissent à ciel ouvert un bon bout de temps. À la une de l'actualité, l'affaire des bébés importés après le ministre d'État Abdoulabo placé en mandat dépôt à la prison civile de Saï le samedi dernier. Les regards sont désormais fixés sur le cas du président de l'Assemblée nationale, Hamamadou. Cependant, ces deux cas ne sont pas les mêmes, explique un constitutionnaliste dans ce reportage de Hassan Saleh Moustapha. Affaire des bébés importés, les têtes continuent à tomber. Après une dizaine de personnes présumées coupables incarcérées dans les prisons de Kolo et de Saï depuis plusieurs semaines, parmi lesquelles les secondes épouses du président de l'Assemblée nationale Hama Amadou et du ministre d'État Abdoulabo. Le vendredi dernier, c'est le ministre Abdoulabo en personne qui a été d'abord convoqué par le doyen des juges, mais il a fallu le samedi pour répondre à cette convocation. Écouté par le doyen des juges, Abdoulabo a été ensuite placé au mandat de dépôt à la prison de Saï le même jour. Une autre personnalité visée dans cette affaire, c'est le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Il ne le cache pas. Vous avez vu la manipulation qui est faite au niveau des médias pour essayer de m'incriminer dans une affaire de supposition d'enfant, comme si un homme pouvait tomber en grossesse. Mais dans le simple destin, en tout cas pour le moment dans le monde, on n'a jamais vu un homme tomber en grossesse. Et quand on dit une femme est en grossesse, qu'on dise que son mari est complice, il n'y a rien de plus évident, parce qu'autrement elle ne serait pas en grossesse légitime. Le cas de Abdoulabo est totalement différent de celui de Hama Amadou, un élu du peuple. Article 88, alinéa 3 de la Constitution clarifie les choses. Aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Cette autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, elle n'est pas
en amont, elle est en aval de la levée de l'immunité parlementaire. Parce qu'il faut et regarder les dispositions par rapport à la levée de l'immunité parlementaire. La levée de l'immunité parlementaire, c'est un vote qu'on fait. C'est une procédure engagée devant le Parlement. Et elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est une question de la plénière de l'Assemblée nationale. Pour qu'un député soit, n'est-ce pas, mis en examen, sauf cas de flagrant délit, je dis, il faut qu'on lève au préalable son immunité. C'est une fois l'immunité levée qu'on peut parler maintenant de l'autorisation par la plénière de l'Assemblée ou bien par le bureau, dans le cas de quand on est hors session. Donc, M. Hama Amadou ne peut pas être ici poursuivi dans cette affaire-là tant que son immunité parlementaire n'aura pas été levée. Hama Amadou va-t-il donc échapper à ce qu'il a appelé un complot contre sa personne? En attendant de connaître le sort du président de l'Assemblée nationale, les observateurs de la scène politique nationale pensent déjà à un réaménagement technique du gouvernement en vue de remplacer le ministre Abdoulabo. À quand donc ce réaménagement? Qui va succéder à Abdoulabo? Les réponses à toutes ces questions dans les jours à venir. Autre aspect de ce journal, dans la série de reportages réalisés par une de nos équipes dans le département d'Arlit, je propose de suivre aujourd'hui le volet environnement et exploitation de l'uranium. Malgré une loi sur la protection de l'environnement, des ONG locales et internationales ont dénoncé la présence d'une quantité de résidus dans le traitement de l'uranium. Le reportage est signé avec nos envoyés spéciaux Asman China et Sadoumi. Depuis des dizaines d'années que l'uranium est exploité au Niger, les conséquences de l'environnement ont été complètement ignorées au profit des intérêts financiers. Aujourd'hui, la menace est là. Les ONG de protection de l'environnement parlent d'une quantité énorme de résidus du traitement de l'uranium. C'est-à-dire que ce qui reste après avoir exploité l'uranium, extrait l'uranium du minerai, cette matière-là qui reste, c'est ce qu'on appelle les résidus de traitement d'uranium. Cette matière-là existe aussi bien à Cominac qu'à Somaïr. Et elle existe en très grand nombre. On peut l'estimer entre les deux sociétés Somaïr et Cominac à 50 millions de tonnes de résidus de traitement radioactifs. On dit bien de résidus radioactifs. Ces résidus-là, c'est ce qui reste après avoir enlevé l'uranium. Maintenant, dans ces 50 millions de tonnes de résidus, il y a 80% de la radioactivité contenue dans l'uranium qui reste dans ces résidus. Et ça reste au Niger. Ce n'est pas vendable, ce n'est pas stockable au stade actuel de la situation. Donc, il n'y a aucune formule qui permet de le stocker en toute sécurité. Ces 50 millions de tonnes de résidus ont une longueur de vie de plusieurs milliards d'années. Et il n'y a aucune solution pour le stocker convenablement pour que l'uranium, pour que la radioactivité qu'il contient ne s'échappe pas de l'air et contaminer les populations. C'est ça la situation des résidus de traitement d'uranium. Cette question-là, elle est laissée de côté par les exploitants miniers, notamment Areva, qui la cachent et qui ne veut pas se convaincre qu'il faut trouver une solution pour gérer ça. Le jour où ils vont finir l'exploitation de l'uranium, c'est ça qu'ils vont nous laisser comme héritage. Pour l'ONG Agri-Iman, il existe bien des solutions pour éviter les impacts négatifs de ces résidus du traitement de l'uranium sur l'environnement. Même si la solution n'existe pas de manière industrielle actuellement. Mais nous avons vu dans les autres pays européens, notamment en France, où ils ont exploité l'uranium, ils ont trouvé des solutions pour les gérer. C'est qu'ils les mettent dans l'eau pour que la radioactivité ne s'échappe pas. Maintenant, il n'est pas exclu que dans la recherche, on trouve d'autres solutions pour que la radioactivité ne s'échappe pas. Ça appartient à Areva. Mais le rôle de l'État dans cette affaire-là, c'est d'insister pour que la gestion de ces résidus-là soit prise en compte dans l'exploitation de l'uranium. Du moment où la société responsable de l'exploitation de l'uranium n'a pas songé à protéger notre environnement, il est grand temps que nos autorités prennent des solutions urgentes afin d'éviter l'irréparable, notamment à Arlit. Retour à Niamey, par manque de caniveau, les eaux de pluie sont en train d'endommager plusieurs goudrons de la ville de Niamey. C'est le cas de celui de Saga où un radier en béton déjà coulé mais actuellement
couvert de latérite pour sa période de séchage est en train d'être construit pour remédier à ce problème. Mais ces travaux posent beaucoup de difficultés à la population après chaque grosse pluie. Le constat avec Michel Légy et Omar Moussa. Il s'agit des travaux qui ont pour objectif de rendre cette principale route menant à Saga plus irrésistible aux eaux de ruissellement. Les radiers, on les fait généralement là où il y aura une forte coulée d'eau sur la chaussée. Donc, partout dans ces genres d'endroits, on fait les radiers. Les radiers, là, c'est du béton. Uniquement du béton. Donc, quand on les fait en béton, on l'arrose pendant 21 jours ou bien un mois. Donc, et après ça, tu vois, il y a des gabions qu'on est en train de mettre. Ça, c'est pour empêcher la creusée de l'eau. Et jusqu'à présent, on est dans les délais. Des travaux dont l'exécution n'a jusque-là pas été facile compte tenu de l'impraticabilité des routes en cette période de saison pluvieuse et l'impatience des usagers. Il y a des usagers qui ont enlevé notre barrage pour avoir accès à la chaussée, alors qu'on n'est pas arrivé au moment où c'est nous-mêmes qui allons décider d'ouvrir pour qu'ils passent. Mais eux, ils ont ouvert ça à 4 jours. Un béton qu'on coule et qu'on ouvre ça à 4 jours. Qu'est-ce que ça va donner? Quelque chose qui doit être arrosé au moins pendant 21 jours dans les normes. Mais pour avoir l'assurance, nous l'arrosons pendant un mois. Et à 4 jours, ils l'ont ouvert. On a vu ça comme ça donner des dégâts. J'ai averti le directeur régional de la TP. Il m'avait dit donc, mieux vaut que j'ai fait tout l'effort possible pour les empêcher de l'emprunter. Raison pour laquelle nous l'avons fermé encore. C'est en principe le 10 novembre prochain que l'entreprise en charge de la construction de cet ouvrage doit le rendre entièrement opérationnel. Toutefois, la voie sera déjà beaucoup plus accessible aussitôt après ce temps de séchage du radier en béton qui donne l'impression que les travaux n'avancent pas du tout selon les techniciens trouvés sur place. La suspension du chef de canton de Saga, un point au centre du point de presse animé ce matin par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger homogène. La synthèse avec Nasser Dantoufou. La destitution du chef de canton de Saga continue à susciter des réactions. Après la déclaration de la population de cette entité, le mouvement du Jeune pour l'émergence du Niger, Mogène, se prononce. On doit se rappeler que le Mogène a eu maintes fois à dénoncer cet hors-la-loi qui n'hésitait pas à défier le procureur de la République, notamment en continuant à construire son marché privé sur un terrain litigé. En effet, en dépit de l'inopportunité de ces marchés qui causeraient d'énormes problèmes d'assainissement et de circulation de biens et de personnes, lui ayant été notifié, il s'en souciait guère. Les deux frères qui ont mis en place un véritable réseau mafieux, des confiscations et des ventes frauduleuses des parcelles, champs et espaces réservés. Au-delà du ouf de soulagement provoqué par cet arrêté de suspension, les fréquentations et visites mutuelles se multiplient au sein de toutes les familles pour exprimer une exubérante joie et se souhaiter l'avènement d'un nouveau chef qui, dans tous les cas, se dit-on, sera meilleur que le déchu. Le chef de canton de Saga est accusé de mauvaise gestion, notamment du domaine foncier. C'est pourquoi le Mogène demande aux autorités de punir tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire qui a conduit à la suspension du chef de canton de Saga. Le Mogène se joint aux populations des cantons de Saga pour exprimer sa joie de voir enfin leur canton soustraire au cancer social que constitue pour elle. Se félicite de l'acte du ministre de l'Intérieur, tout en l'encourageant à être à l'écoute des populations victimes des dictateurs de chefs. Demande expressément au ministre de l'Intérieur la démolition du marché privé en construction de Hamapaté, conformément à la sommation faite par la justice. Dans une déclaration rendue publique le 23 août dernier, la population de Saga, favorable à cette déclaration,
a salué la décision des autorités, notamment du ministère de l'Intérieur, du 19 août 2014 portant suspension de l'honorable chef des cantons de Saga. Parlons à présent dans ce journal du panier de la ménagère. Notre reporter Ramatou Barté était ce matin au niveau du marché à Boutagui. Les prix des condiments sont abordables selon son constat que je vous invite à suivre dans ce reportage. Ici, nous sommes au marché Haboutagui de Yantala, précisément dans le secteur de vendeurs de légumes et autres condiments, notamment la tomate, les gombos frais, les poivrons pour ne citer que cela. Des produits disponibles sur le marché à des prix plus ou moins abordables selon les clients. Je viens faire des courses, comme des légumes, carottes, tomates et gombo. Moi, je trouve un peu plus cher. Mais c'est pas la période, ça c'est vrai, mais c'est un peu plus cher. J'ai des carottes qui coûtent à 500 francs. J'ai la tomate fraîche de l'autre côté qui coûte aussi à 500 francs, plus concombre, comme c'est pas la période. La cherté des légumes ne dépend pas vraiment de nous. La raison principale qui explique cette cherté est qu'on importe ces produits. L'État doit revoir cela car c'est à son niveau. On ne peut rien faire. Vraiment, c'est malgré nous. Généralement, ces produits sont importés des pays voisins et une partie provient de certaines régions du Niger. On nous les amène du Burkina, du Ghana, du Nigeria ou encore du Damagaram. La cherté, ce n'est pas à notre niveau, c'est dès au niveau de ceux qui nous les importent. Et nous, on en cherche juste des petits bénéfices. En ce qui concerne la tomate et le poivron, les prix sont abordables. Mais pour le chou, l'aubergine et le concombre, vraiment c'est cher. Les consommateurs nous accusent à tort, mais il y a vraiment d'autres qui sont compréhensibles. Dieu merci. Gageons que ces produits continuent à inonder les marchés pour le grand bonheur des consommateurs. L'actualité hors de chez nous en France, c'est la crise politique la plus grave depuis l'élection de François Hollande. Le Premier ministre Manuel Valls a présenté ce 25 août 2014 la démission de son gouvernement au président. Retour sur la chute de Manuel Valls dans ce sujet. 5 mois ou presque. À peine 5 mois de sourire un peu forcé, où pas une seule tête ne devait dépasser, selon l'ancien premier flic de France, Manuel Valls, l'ex-ministre de l'Intérieur, devenu Premier ministre. Pas une seule tête, c'était compté sans les plus incontrôlables d'entre eux, Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, mais surtout Arnaud Montebourg, le tonitruant ministre de l'Économie, à la gauche du Parti socialiste depuis toujours, devenu malgré lui le porte-parole d'un nouveau courant au sein du PS, les frondeurs. Je ne suis pas frondeur, je suis en charge d'une question importante qui intéresse les Français. La confiance, c'est la condition de la réussite. Dans le collimateur de ceux qui veulent un changement de cap économique, le pacte de responsabilité proposé par le duo de l'exécutif Hollande-Valls, ou comment relancer la croissance en baissant les charges sur les entreprises sans laisser filer les dépenses publiques. Une politique de rigueur budgétaire en forme de casse-tête, inspirée du modèle allemand qui tarde à porter ses fruits. Croissance zéro, chômage en hausse, pouvoir d'achat des Français. Un modèle qui irrite toute la gauche, surtout la plus moribonde. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence, d'après vous, entre la politique de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy? Alors il y en a une, parce que souvent c'est pire. Par conséquent... c'est pire avec François Hollande. Ah ben il y a des aspects, oui, où c'est pire. On dit on va abaisser le coût du travail, alors on donne 20 milliards, 10 milliards qu'on prend dans la poche des gens par le biais de la TVA, 10 milliards qu'on prend en coupant des dépenses publiques, c'est-à-dire tout ce qui va nous manquer dans le service public quotidien. Dans un contexte politico-économique très tendu, la composition du nouveau gouvernement semble complexe, alors que certains ministres sortants, comme Aurélie Filippetti, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voulaient pas en faire partie. Deux options: ressouder la majorité en faisant appel à des poids lourds du Parti socialiste plus à gauche, comme Martine Aubry, au risque de nouveaux couacs, ou resserrer le futur gouvernement entre les derniers fidèles, autour d'un exécutif déjà très esselé face à la tempête.
Fin de cette édition d'information sur la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et c'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Au revoir.